Alors c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'IA, d'intelligence artificielle. On va vous parler voix du client, on va vous parler même plus spécifiquement de verbatim. Et donc le but, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair dans le monde un petit peu obscur que peut être l'intelligence artificielle. Donc évidemment, nous, on va se concentrer sur tout ce qui est voix du client, hein, sinon on en a pour l'après-midi. Mais voilà, le but, c'est vraiment de vous aider à intégrer l'IA dans votre approche à vous de voix du client. Et puis, surtout, très concrètement, de vous aider à définir quand utiliser quelle IA. Voilà. Donc, pour commencer, quelques chiffres et quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, on est face vraiment à une intensification de tout ce qui est protocole d'évaluation de l'expérience client. On reçoit quasi systématiquement une petite enquête dès lors qu'on a acheté ou un produit ou un service. Voilà, donc on a l'habitude de répondre de façon un peu systématique à des enquêtes. Il faut savoir aussi qu'on a plus de 70% des clients aujourd'hui qui partagent un avis sur Internet. Et je suis sûre que vous connaissez très bien ce chiffre, étant donné toutes les personnes qui sont présentes ici. Et on a plus de 80% de la population qui est utilisatrice de médias sociaux. Et ça fait encore plus de verbatim, du coup, qui sont à disposition des entreprises et des organisations pour aller puiser toute la richesse de ce que vous disent vos clients. Alors, face à cette explosion de données clients, on peut se retrouver rapidement un peu découragé. Pourtant, nous, notre message aujourd'hui, c'est de vous dire vraiment à quel point c'est important d'analyser ces verbatim. On vous a mis là une petite citation de Steve Jobs qui nous parle beaucoup. Le message étant bien justement de vous rapprocher de vos clients et surtout, d'anticiper leurs besoins. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de vous aider à anticiper leur comportement pour vous aider tout simplement à les satisfaire, à les émerveiller, à les fidéliser. Alors pourquoi, si on rentre dans le détail de pourquoi il faut analyser les verbatim, évidemment, pour répondre à la question pourquoi, c'est les verbatim, toutes les questions ouvertes vont venir éclairer tous les chiffres et tous les scores de satisfaction et d'enquête. C'est vrai qu'on a énormément d'entreprises autour de nous qui utilisent le NPS. Et face à des fluctuations de NPS qui augmentent, qui descendent, etc., on est parfois pas très avancé. L'important, c'est vraiment d'aller chercher la raison. Aussi pour faire des découvertes dans une question verte avec un verbatim, un client il va s'exprimer de façon ouverte, de façon libre, et c'est comme ça que vous allez découvrir ce qu'on appelle tous les futurs insights de votre relation client. Et enfin, c'est pour passer à l'action, pour réagir plus vite et mieux. Quand on a un client qui nous partage un avis négatif à la sortie d'un magasin, on est apte à aller lui courir après, mais on peut aussi mettre en place tout un tas d'actions, comme par exemple identifier des clients à risque pour pouvoir les appeler, etc. Donc voilà, donc ça c'est toute une liste, on reviendra dessus après. On espère que vous êtes convaincus de ça, de l'importance de l'analyse de ces verbatim. Généralement, on rencontre peu d'organisations qui ne sont pas convaincues de ça. En revanche, on rencontre pas mal quand on discute avec vous, quand on discute sur les salons, on rencontre beaucoup d'entreprises qui rencontrent des difficultés dans cette analyse en masse, justement. Que vous utilisiez un outil ou pas, on vous a fait là une petite liste, certes non exhaustive, mais une petite liste de pain points qui rencontrés par certaines personnes avec qui on est amené à discuter. Et en fait, c'est aussi ce qui nous a donné envie aujourd'hui de faire ce webinaire, parce qu'on se rend compte que c'est des choses qui peuvent être assez facilement surmontables dès lors qu'on sait quelle IA choisir pourquoi.
Alors, on va faire un petit sondage très rapidement, justement pour savoir vous, où vous en êtes dans votre approche et comment votre organisation aujourd'hui traite tous les verbatims et si vous le faites. Donc, vous allez toujours pareil, vous avez en bas à droite de l'écran le petit triangle, le carré, le rond. Voilà, donc vous allez voir apparaître un nouveau sondage et je vous laisse quelques instants pour y répondre. Voilà. Donc, il s'affiche aussi sur la présentation. Je vous laisse répondre au sondage et je regarde les réponses en direct. Pardon. Je vous laisse voter. Alors, je ne sais pas si vous voyez les résultats, mais on a vraiment pas mal de monde qui est en exploration aujourd'hui. Et aussi, vous êtes pas mal à répondre que votre équipe data a mis en place un outil interne. Et ça nous intéresse beaucoup parce que Marion vous en parlera juste après. Alors, face à ces difficultés, on va parler un petit peu projet. La chose la plus, enfin, en tout cas, la première étape, selon nous, l'étape la cruciale en démarrage de projet, c'est de s'assurer de connaître son objectif. Ça peut paraître assez évident. Donc, est-ce que vous souhaitez explorer et analyser? Voilà, donc là, on vous a mis des exemples de cas d'usage. C'est des choses qu'on fait avec nos clients. Donc voilà, c'est vraiment des exemples de cas concrets. Vous allez peut-être vous reconnaître dedans. Est-ce que vous souhaitez plutôt anticiper et réagir à des réactions? Ou est-ce que vous voulez diffuser et piloter la voix du client dans votre organisation? Évidemment, la liste n'est pas exhaustive et vous pouvez choisir les 3. Mais l'important, le message aujourd'hui, c'est de vous dire que c'est primordial de les définir et de les écrire, en tout cas de les identifier, même s'il y en a beaucoup, parce que c'est vraiment le point de départ de tout projet d'analyse de voix du client. Et une fois qu'on a fixé ces objectifs, on va pouvoir se poser quelques questions avant de démarrer. La première, il y a 3 étapes principales. La première concerne le périmètre. Donc, vous allez vous demander quelles entités, quels sont les parcours clients qui sont concernés par votre projet. La seconde étape, elle concerne les données. Quelles sont toutes les sources qui existent dans votre organisation pour recueillir la voix du client? Est-ce qu'elles sont facilement accessibles et exploitables? Et est-ce qu'il y en aurait que auxquels vous n'avez pas pensé? Est-ce que vous voulez mettre en place des nouveaux canaux de recueil? Et enfin, évidemment, comment vous allez exploiter ces données? Donc, qui aujourd'hui dans votre organisation est en capacité d'agir sur l'expérience client, qui doit être informé des différentes évolutions et bien sûr, à quelle fréquence vous voulez que toutes vos données soient diffusées, transmises dans l'organisation. Encore une fois, j'ai l'impression que je n'arrête pas de dire ça, mais cette liste n'est pas exhaustive. Nous, on a une liste bien plus précise de tous nos sujets quand on fait une réunion de cadrage, mais ça vous donne un petit peu un exemple des sujets qu'on va pouvoir aborder et qui sont pour nous cruciaux quand on démarre. Je vais laisser la parole à Marion qui va vraiment rentrer dans le vif du sujet, qui va partir sur sur le sujet un peu plus technique et qui va vraiment rentrer dans le cœur de l'intelligence artificielle. Marion, je te laisse la parole. Alors, le titre du webinaire, c'était « Quelle IA choisir ?» Donc, sous-entendu, il y a plusieurs IA. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est clair pour tout le monde. Disons qu'il y a des outils qui s'apparentent à l'intelligence artificielle et qu'il y a eu des évolutions extrêmement radicales ces dernières années. Et la question maintenant, c'est de comment y voir clair et dans quel cas utiliser quoi, comme l'a dit Clélia. Alors, un petit préalable sur le langage. Je vous ai mis ici 3 verbatims absolument authentiques qui ont été recueillis notamment dans des magasins et qui soulignent un certain nombre de difficultés qu'on peut rencontrer quand on essaie d'analyser des verbatims. Alors, il y a la présence d'emojis qui est relativement
disons, récente, mais qui augmente à une vitesse énorme, surtout depuis que les feedbacks des clients sont souvent donnés depuis des téléphones. Il y a des petits problèmes sémantiques. Trop sympa, c'est positif, mais trop de musique, c'est négatif. Et puis, il y a des difficultés qui montrent qu'on ne peut pas s'arrêter simplement à comprendre des mots, parce que d'abord, il y a des fautes d'orthographe. Donc là, ce n'est pas moi qui fais la faute, hein, c'est authentique. Je n'ai pas d'argent pour acheter quelque chose, parce que c'est une problématique de prix ou pas. En tout cas, le terme prix ne figure pas dans ce verbatim. Donc, c'était juste une petite introduction sur les difficultés. L'autre difficulté, évidemment, que vous rencontrez tous, c'est que personne n'est en capacité de lire, aucun humain ne peut lire tous les commentaires des clients. Et ça rejoint le problème de masse dont parlait Clélia. Donc, quels outils peuvent être utilisés et quels sont les apports de l'intelligence artificielle? Avant de répondre à ces questions, on va essayer je vais essayer de vous dire quels besoins spécifiques sont attendus sur le traitement des verbatims. Le premier besoin qui paraît relativement évident et qui exprime beaucoup de personnes, c'est qu'on a besoin de comprendre le langage. Donc, je vous ai montré des éléments de langage. Et on a besoin, en général, de le comprendre dans un contexte métier. Le deuxième besoin qui a émergé, il y a une telle masse, c'est de résumer ce que disent les clients. Un troisième besoin est de détecter des signaux faibles, détecter des sentiments, détecter éventuellement des nouvelles thématiques, des tendances. Clélia disait tout à l'heure, découvrir. Ça, on peut le faire. Troisième chose, il ne suffit pas de détecter qualitativement, on a besoin de hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de mesurer l'importance relative des différents sujets exprimés par les clients de façon à hiérarchiser évidemment aussi les actions qui vont en découler. On a besoin de transformer tous ces mots dans des chiffres que sont des indicateurs et dans des graphiques ou de représentations visuelles qui permettent d'appréhender justement toutes ces évolutions. Et donc, le besoin de mesurer non pas seulement à un instant T, mais aussi dans le temps, donc avec une certaine cohérence dans la façon de mesurer, est un autre besoin. Et tous ces besoins-là peuvent à la fin aboutir à le stade ultime de l'analyse sémantique qui va nous aider non seulement donc à comprendre les clients, mais d'une certaine façon à prédire leur comportement. Alors, sur tous ces sujets-là, on peut s'outiller et l'intelligence artificielle a un rôle à jouer. L'intelligence artificielle, elle va permettre notamment de faire plus précisément un certain nombre de choses sur les textes. Elle va permettre de résumer des textes, de nettoyer des textes, de classifier des commentaires, d'établir des statistiques, d'automatiser un certain nombre de traitements et de modéliser des comportements. Alors, le thème, c'était quelle IA? Ben oui, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types d'IA avec des noms barbares. Et donc, je vais les expliquer, je vous rassure, mais c'est des noms auxquels vous avez peut-être été confrontés, des abréviations. LLM, NLP, ML. De quoi s'agit-il? LLM, j'ai commencé par celui-là parce que c'est vraiment celui qui a fait décoller la prise de conscience de la puissance de l'intelligence artificielle dans le domaine textuel. Ce sont les Large Language Models. C'est une intelligence artificielle de type générative qui permet donc de générer des textes. Concrètement, vous connaissez ces principaux langages. Le plus connu est certainement GPT, GPT-3, GPT-4 maintenant, même GPT-4o. Llama, qui est celui de Meta, et Mistral, qui est un LLM français.
Ces modèles de grande taille, ils sont utilisés principalement pour générer du contenu. C'est pour ça qu'on parle d'IA générative. Et générer du contenu au travers de chatbots. C'est-à-dire que ChatGPT, que vous connaissez tous, est en fait le chatbot qui est plugué sur le modèle GPT-4. Mais certains d'entre vous ont peut-être aussi utilisé les LLM pour faire des chatbots maison. Et ces chatbots sont utilisés, par exemple, pour l'assistance des utilisateurs. Et ça permet aussi de faire des analyses de texte à très grande échelle. Il existe des versions un peu plus spécifiques de ces modèles LLM qu'on appelle des modèles de langage pré-entraînés, comme BERT ou Albert. Albert, vous l'avez peut-être lu dans la presse, il est utilisé notamment par l'administration française, ou en tout cas testé en ce moment. Ce sont des modèles de langage qui ont des corpus d'entraînement qui sont un peu plus limités. Les autres, vous avez tous entendu parler des téra et octets de données qu'il a fallu pour nourrir ces grands modèles. Sur cela, ça permet de traiter des tâches un petit peu plus spécifiques. Alors, avec ces modèles, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quels sont les avantages? En résumé, générer du texte, répondre à des questions, résumer des documents, et ces langages sont aussi utilisés pour la traduction. Ils peuvent être utilisés si vous avez des verbatims provenant de différentes langues, ça pourra être utilisé. Ces LLM vont, par rapport aux fonctions dont on parlait tout à l'heure, vont être utiles aussi, peuvent aussi servir pour faire de la transcription. Si vous avez utilisé des outils de speech to text, il y a des outils dédiés, mais un outil, par exemple, qui dépend de ChatGPT, qui s'appelle Whisper, et un outil donc, qui fait du speech to text. Donc, cette transcription, c'est un besoin qui intervient effectivement pour la voix du client. Faire des résumés, faire du nettoyage, parce que les LLM permettent aussi, on peut demander à un LLM d'extraire certaines parties d'un texte, et donc ça peut permettre d'avoir du texte nettoyé. Et ça permet, dans une certaine mesure, de faire de la classification, mais avec un certain nombre de faiblesses au niveau de la dimension statistique. S'il y a des data scientists parmi nous, certains vont vous dire « mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en rouge statistique, automatisation? On peut faire ça aussi avec les LLM. » Oui, les LLM font ça très bien, les statistiques, quand on les nourrit avec des chiffres. Mais quand on les nourrit avec du texte, le LLM si vous lui soumettez un ensemble de verbatim clients et que vous lui dites classe-moi les principaux thèmes qui sont dans ces verbatim et dis-moi quel pourcentage des verbatim contiennent les différents thèmes, un LLM va être capable de vous proposer des thèmes. Thèmes qui vont plus ou moins correspondre à ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi lui donner une liste fermée en disant classe-moi dans ces différents thèmes. Mais quand vous allez lui demander de rajouter une colonne en demandant le pourcentage d'occurrence de chacun des thèmes, là, il va mettre des chiffres approximatifs et il va vous le dire. Il va mettre un petit message en dessous en disant qu'il est pas sûr. En fait, le ChatGPT en particulier, et d'une façon générale, les LLM, sont bons pour générer du texte, mais pas forcément pour compter sur la base du texte. Donc, à quoi ça va vous servir par rapport aux objectifs qu'on avait tout à l'heure? Ça va vous permettre de comprendre le langage de vos clients, mais avec une petite réserve sur le contexte métier, parce que ces LLM généralistes sont entraînés à la base sur tous les sujets et donc ne sont pas ultra spécifiques de votre métier, de vos produits, de vos références produits, enfin de tout ce qui est propre à votre entreprise. Ça va être parfait pour résumer ce que disent les clients de façon qualitative. Et pour ce qui est de détecter des sentiments, des thèmes et des tendances, ça peut être assez utile, mais il va falloir vraiment travailler la façon dont on pose la question au LLM. Et surtout, ça va se faire de façon ponctuelle. Pour ce qui est de la hiérarchisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'idéal.
Et donc, à partir du moment où on n'a pas généralisé et pas compté, la visualisation d'indicateurs dans le temps va être difficile à réaliser à partir d'un LLM. On va donc passer maintenant à la deuxième bulle qu'on a vue tout à l'heure, qui est le NLP, Natural Language Processing. Alors, ne regardez pas la vie tout de suite. Natural Language Processing, ce n'est pas au sens propre de l'intelligence artificielle. Ça existait, disons, les premières versions d'outils ou de modèles de traitement du langage naturel existaient avant l'intelligence artificielle. Mais je vais essayer de me concentrer sur ce que ça peut apporter et en commençant par vous donner un exemple. On a un exemple ici d'un avis authentique laissé sur Google par un client dans un magasin de bricolage. Quand on va utiliser les techniques de NLP, une des premières techniques va consister à faire du traitement de ce langage, c'est-à-dire du nettoyage. Ce même avis, nettoyé avec les techniques classiques de NLP, voilà ce que ça va donner. On a perdu la ponctuation, on a perdu l'emoji, les verbes ne sont plus conjugués, les mots de liaison peuvent être laissés ou non. Bien sûr, ces outils se paramètrent et on peut choisir de garder ou pas certains éléments de la langue. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre donc, ça permet une des premiers éléments de préparer les textes. La tokenisation, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant, ça consiste à mettre un infinitif à la place d'un verbe conjugué, par exemple, ou à enlever un pluriel. La lématisation, ça consiste à faire des regroupements de morceaux de phrases, par exemple, enfin, ou de bouts de phrases, comme il y a par exemple très bien, vont dans la lématisation, va regrouper en fait le très et le bien, et de faire un certain nombre d'analyses grammaticales ou de reconnaître des éléments nommés. Alors, à quoi ça va pouvoir servir de faire cette prestation des textes? Ça va servir de base à des modèles de classification, donc pour classifier vos verbatims. Ces modèles de classification en NLP classique se font principalement à partir de dictionnaires ou lexiques et de règles. Donc, on lui indique des grammaires ou des structures syntaxiques, comme par exemple avec la lématisation, de dire que cette telle combinaison de mots ou telle structure a tel sens. On lui donne toute une série de règles et de correspondances, ce qui permet de rajouter aussi des règles spécifiques à chaque langue ou à chaque métier. Et puis, l'ancêtre de l'IA, ce sont des modèles donc statistiques de type probabiliste qui, en fonction de la correspondance entre les mots qu'on aura extraits d'un verbatim, donc le nettoyage que je vous ai montré tout à l'heure, et un système de probabilité, vont permettre de classer ce verbatim dans l'une des catégories qu'on aura définies à l'avance, et l'ensemble des catégories que l'on définit, donc dans cette logique qui s'appelle une logique supervisée, dans cette logique supervisée, on a un plan de code, enfin une série de catégories qu'on définit à l'avance, et puis avec ces modèles probabilistes et avec toute la préparation du texte qui correspond au NLP, on va pouvoir classifier les verbatims. Donc, en résumé, quel est l'avantage de NLP? L'avantage, c'est qu'avec toutes ces règles, on peut avoir des lexiques métiers très spécifiques. On va être capable d'expliquer complètement les résultats, c'est-à-dire que comme il y a des règles, on sait très bien pourquoi tel verbatim a été mis dans telle case. Mais du fait du nettoyage important qui est traditionnellement fait en NLP, on va perdre certaines nuances contextuelles et en particulier la dimension des émotions qui était dans l'exemple que je vous ai montré juste avant, matérialisée par ces points d'exclamation, ces emojis, ou matérialisée simplement par la conjugaison et la position des mots dans la phrase. Donc, ces nuances-là peuvent être perdues si on fait du NLP pur. Donc, en résumé, le NLP, c'est parfait pour faire le nettoyage du texte, donc parfois trop.
C'est parfait pour faire une classification très, très rigoureuse, en tout cas en mode supervisé, c'est-à-dire avec des classes qui sont définies à l'avance. Et donc, ça va permettre de faire des statistiques fiables sur l'importance relative des différentes catégories et leurs évolutions. Donc, par rapport aux objectifs qu'on donnait tout à l'heure, ça va permettre de comprendre le langage dans un contexte métier. Ça va permettre de hiérarchiser les sujets selon leur importance. Mais pour ce qui est de la détection de nouveautés, de sentiments, etc., ça va être moins efficace que le LLM qu'on a vu tout à l'heure, qui est plus capable de se servir de tout le contexte pour aller identifier et proposer, par exemple, des catégories sémantiques qui ne figureraient pas dans le plan de code défini à l'avance. Troisième bloc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le machine learning. Machine learning, c'est une des disciplines de l'IA, en français, donc apprentissage. On parle de machine learning et deep learning, donc en français, apprentissage automatique ou apprentissage profond. Le principe de cet apprentissage, c'est que on met en place un processus d'amélioration continue de la qualité du modèle. C'est-à-dire qu'on commence par faire l'annotation. L'annotation, c'est quoi? Ça consiste qu'un humain regarde des verbatims, y attache des catégories, des tags, enfin mettre une étiquette, en fait, en disant, comme on avait vu tout à l'heure, le verbatim qu'on a vu tout à l'heure, il parle d'un atelier, donc je lui colle l'étiquette atelier. Cette annotation-là, elle est faite par un humain. Après, la machine s'entraîne, c'est-à-dire elle apprend sur les catégorisations. Donc, exactement comme un enfant apprendrait une langue vivante. Une fois que la machine a appris, elle est capable de prédire, c'est-à-dire on va lui donner un nouveau texte que la machine n'a jamais vu. Et sur la base de ce texte, la machine va dire « Ah, je reconnais telle catégorie. » Donc, c'était atelier. Là, ce n'est pas exactement les mêmes mots, mais compte tenu des annotations qui ont été faites, je suis capable de prédire que c'est ce tag, cette catégorie qu'il va falloir accoler ou attacher à ce verbatim. Et évidemment, la machine fait des erreurs et donc le modèle s'affine. Il y a tout un tas de paramètres qui peuvent être réglés dans les modèles de machine learning, même je dirais presque une infinité de paramètres dans les LLM, mais un nombre plus limité dans les modèles de machine learning assez simples. Donc, ces modèles, si vous avez des équipes data dans votre équipe qui vous en parlent un petit peu, les modèles d'apprentissage automatique, les plus courants sont régression logistique et SVM. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire SVM. Voilà, c'est en tout cas les termes barbares que vous pouvez entendre à ce sujet. Et le machine learning évolue et a évolué plus récemment vers des modèles d'apprentissage profond. Notamment, vous avez peut-être entendu parler des neurones et des transformateurs. Les transformateurs sont en fait à l'origine des LLM. Donc, j'ai commencé par les LLM, mais finalement, les LLM, ce sont des modèles qui s'appuient sur des réseaux de neurones et des transformateurs, mais qui ont été entraînés avec des quantités absolument énormes de données. Les modèles de machine learning plus simples, comme ceux qui sont ici, vont être plus applicables à des cas d'analyse de verbatim plus spécifiques à votre activité d'entreprise, par exemple. Donc, quels sont ces avantages du machine learning? Eh bien, en fait, ces capacités d'apprentissage, ce cycle d'annotation et d'apprentissage continu va en fait considérablement améliorer la performance, la précision des tâches NLP, va permettre aussi de les automatiser et va permettre aussi de capter plus de nuances linguistiques que dans un fonctionnement où on va s'appuyer seulement sur des dictionnaires. Voilà pour les 3 blocs qu'on a vus tout à l'heure. Ah non, pardon, sur le machine learning, en résumé, très bien pour la classification et avec une dimension statistique et automatisation plus importante qu'avec le NLP simple, et sur la classification avec une possibilité de classe un peu plus large. Donc, en résumé, le machine learning va vous permettre de
comprendre le langage dans le contexte métier, de détecter les sentiments, de les hiérarchiser. Et parce qu'il y a certaines automatisations qu'on va pouvoir automatiser avec ces intelligences artificielles, d'avancer vers la visualisation des indicateurs et vers la prédiction. En résumé, je vous ai présenté de façon, alors évidemment un petit peu simplifiée, 3 types d'intelligence artificielle, le machine learning, le LLM qui est une version avancée et élargie de ce machine learning, et le NLP qui sont l'ensemble des méthodes qui historiquement ont permis de traiter les verbatims. Ces 3 types d'intelligence artificielle, je pense qu'on aurait pu nommer le webinaire non pas quelle IA au singulier, mais quelles IA au pluriel. Parce que je pense que vous l'aurez compris dans ce que je vous ai dit jusqu'ici, en fait, la solution pour vous, c'est un mélange des 3. Ces 3 approches sont combinées entre elles pour répondre aux objectifs de l'analyse des verbatims dans le contexte de l'expérience client. Un petit peu comme si on mettait les ingrédients, vous avez 3 ingrédients, mais pour faire une bonne cuisine, il faut les mélanger. Et la recette n'est pas forcément la même pour tout le monde. Et une fois que vous aurez trouvé la bonne recette pour vous, eh bien, ça ne sera encore pas suffisant. Parce que pour que ce soit vraiment exploitable dans votre entreprise et par rapport à vos objectifs, il va falloir que ces modèles passent en phase de déploiement. Ça veut dire que passer du POC ou de l'expérimentation à quelque chose à grande échelle, c'est vraiment un pas à franchir. Ensuite, il va falloir que ce soit adapté pour des flux de données, parce que vous avez peut-être tous joué un peu avec ChatGPT, essayé de lui donner un petit lot de verbatim et regarder ce qu'il en sortait. C'est tout à fait envisageable, même à un peu plus grande échelle, mais sur du ponctuel. Dès lors qu'on parle de flux de données, il faut créer des API, il faut connecter les systèmes, c'est une autre dimension. La dimension de visualisation, il faut la rajouter, elle paraît essentielle. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas lire tous les commentaires. Donc, le fait d'en faire des statistiques, de les classer, de hiérarchiser, derrière, on a besoin de le voir pour pouvoir vraiment en tirer des conclusions. On doit ensuite relier tout ça à l'exploitation quotidienne de ces verbatims, les intégrer avec d'autres systèmes qui se trouvent dans votre entreprise, notamment des systèmes de CRM, par exemple. Et enfin, last but not least, toutes les données qui vont être traitées par ces outils. Toutes les grandes entreprises qu'on rencontre se posent beaucoup de questions par rapport à la sécurité de ces données. Est-ce que si je donne mes données à OpenAI, donc l'éditeur de GPT, est-ce que ça veut dire que mes données vont partir aux États-Unis, vont être utilisées pour entraîner des modèles sans que je m'en rende compte? Voilà, toutes ces questions-là se posent, sans compter bien sûr la dimension des données personnelles, parce que des verbatims clients arrivent chez vous au départ en provenance de clients qui peuvent être identifiés. Donc, si ces verbatims sont associés à un nom, un prénom, un numéro de client, c'est une donnée personnelle. Et donc, la mise en œuvre de ces outils d'intelligence artificielle est indissociable de la mise en œuvre d'autres outils, d'outils informatiques, de BI, de business intelligence, de data visualisation et voilà, de gestion de plateformes de sécurité, de cloud, etc. Beaucoup de sujets connexes et très techniques qui ne sont pas à proprement parler de l'intelligence artificielle, mais qui sont essentiels pour avoir quelque chose d'exploitable. Alors, ça ne vous surprendra pas si je vous dis, si vous êtes une très, très grosse entreprise et que vous avez une grosse équipe data, je crois qu'il y en avait au moins une dizaine d'entre vous qui avaient répondu que leurs équipes leur avaient proposé des outils, vous pouvez très certainement vous permettre de faire votre cuisine à vous et de gérer
tous les aspects périphériques de cette analyse de verbatim. Mais peut-être que ce n'est pas le métier de votre entreprise. Nous, chez Civilis, c'est notre métier. On a une plateforme qui s'appelle Lise et on a un mix de compétences chez nous qui permettent de traiter toutes les dimensions de ce traitement en masse et en continu de verbatim client. Une fois que vous avez tout mixé, qu'est-ce que vous devez viser? Qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Alors, je vais juste vous montrer quelques visualisations du résultat de cette analyse sémantique. Donc, vous allez pouvoir comprendre le langage et aussi les émotions. Vous avez ici un exemple de verbatim avec ce qu'on appelle du multi-labelling, c'est-à-dire en fait l'identification très fine de plusieurs thèmes et de thèmes liés à un sentiment positif ou négatif. La deuxième partie de ce verbatim est négative. Donc, voilà ce que ça va vous permettre de faire, d'identifier ça en détail dans chacun de verbatim. Et ensuite, cette compréhension, de l'affiner selon ici, c'est trop petit, je pense que pour que vous puissiez lire, mais c'est une roue émotionnelle qui permet d'identifier toute une palette d'émotions dans les verbatims qui sont très prédictifs du comportement du client. La deuxième chose, c'est hiérarchiser. Alors, on visualise assez naturellement les différents sujets dont parlent les clients en disant, voilà, le top 5 des sujets négatifs, le top 5 des sujets positifs. On peut aussi avoir des visualisations beaucoup plus avancées qui permettent de représenter sur un seul schéma jusqu'à 150 thématiques différentes avec leur tonalité et leur importance. Ça va permettre aussi de suivre dans le temps certains indicateurs, certains thèmes, de voir ceux qui émergent ou ceux qui, au contraire, déclinent. Et ça va permettre de mieux prédire le comportement des clients et de mieux prioriser les différentes actions qu'on va mettre en place. Je passe la parole à Clélia pour conclure ce webinaire. La chose principale, c'est d'abord de vous assurer que toutes les fonctionnalités que vous avez listées au départ, c'est-à-dire quand on parlait d'objectifs au début du webinaire et de cas d'usage, il faut vraiment vous assurer que toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, ça paraît assez évident, sont présentes, en tout cas sont possibles avec l'outil. La deuxième chose, c'est la facilité d'utilisation. C'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup. Vous n'êtes pas tous des experts de la data et il faut absolument que le logiciel que vous allez choisir ou que vous utilisez soit ergonomique, facile à utiliser. Ça, c'est très important. Ça rejoint aussi la question qui a été posée, la qualité des résultats. On aurait presque pu le mettre en premier. Il faut absolument que vous ne perdiez aucune richesse, que vous assuriez que le plan de code, le plan de catégorisation en fonction de comme il est appelé avec les différents outils, est le plus fin possible et le plus adapté possible à votre organisation, aussi complexe qu'elle soit. Ça, c'est hyper important. Et puis, forcément, très important aussi, l'humain. Il faut que vous soyez accompagné dans cette démarche. Nous, chez Civilis, on a toute une partie conseil. On a vraiment des spécialistes qui sont là avec vous et qui vous accompagnent. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et dernière chose, l'intégration. Marion en a pas mal parlé, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est un sujet qui est très, très important. Il faut absolument que vous vous assuriez que tout est OK en termes d'intégration avec votre système d'information, notamment sur la sécurité. Pour ceux qui s'en vont, pour ceux qui s'en vont, on vous souhaite une bonne journée et surtout, n'hésitez pas. Merci. C'est un compliment. C'est pas une question, c'est un compliment. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Je ne crois pas. Ça disait très didactique, bravo. Merci. Merci pour vos réactions, en tout cas. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire.